Là, vous allez travailler en équipe. Puis encore une fois, je vais vous demander un porte-parole. Mais pour les textes de recommandations syndicales, bien, ça va arriver ceux-là qui vont être dans les premiers Et paragraphes. l'arrivée de son syndicat chez eux, ça fait 50, 60 ans que vous êtes syndiqués. Pourquoi les gens se sont syndiqués? Comment ça? Complète, là, bien, ça va vous amener ça aussi, d'avoir de la crédibilité. Avec vos membres, puis d'avoir de la crédibilité avec votre équipe syndicale, puis d'en avoir avec l'employeur aussi. Ce que je vais vous raconter, c'est un petit peu la petite histoire à l'origine de ça et les choix qui ont été faits. Les métallos ont fait le choix très rapidement, quand ils se sont développés au Québec, là, la croissance des métallos, c'est 1960 en gros, là, de faire le choix de développer leur monde et de leur donner des outils. Ça se faisait d'une façon traditionnelle, comme à petite école. C'était des conférences. On faisait appel parfois à des experts, universitaires ou avocats ou je ne sais pas quoi. Et c'était toujours d'une façon passive. Fait que ça ne marchait pas beaucoup. Mais les gens l'appréciaient. Et surtout que c'était toujours la même conférence. Le permanent qui faisait ça, qui s'appelait Bob Lévesque avant moi, il revenait tout le temps avec un peu la même façon de dire les choses. J'étais allé avec ma famille, avec 2 jeunes enfants, ma femme. J'étais allé en Amérique latine, dans un centre de recherche en éducation populaire, en Bolivie, où là, j'ai appris des méthodes qui étaient les méthodes... L'auteur, c'est un Brésilien, c'est Paulo Freire. 2 éléments principaux, formation par les pairs, donc l'alphabétisation, parce que ça a été développé dans le contexte de l'alphabétisation, par des gens qui venaient juste d'apprendre à lire et à écrire. Et on apprend à lire et écrire en réfléchissant à ce qu'on vit et à ce qui c'est notre vie. Et on met des mots sur ce qu'on vit. Et ça nous amène aussi, en plus d'apprendre à lire et à écrire, à vouloir la changer notre situation pour l'améliorer. Le centre de recherche était rattaché à une radio éducative. Donc, ce que j'avais commencé à faire dans Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles et ces quartiers-là, un peu intuitivement, je les ai un peu systématisés en travaillant dans un centre de recherche en éducation populaire en Amérique latine. Quand on m'a offert de venir au Métallo, je ne l'avais jamais prévu, j'ai dit, tiens, il y a peut-être une occasion d'aller dans une organisation où ce que je vais faire va rester. La première opération qu'on a faite, ça a été de réunir des gens de plusieurs syndicats ensemble et d'essayer de voir qu'il y avait tous des cours de délégués et de se mettre ensemble à bâtir ensemble un seul cours de délégués pour l'ensemble de la FTQ et ses syndicats. La gageure, c'était d'aller chercher des travailleurs, travailleuses, à l'époque surtout des travailleurs d'usines, de mines, de leur donner une première préparation, de leur apprendre à continuer à se développer pour former les autres. Il y a eu d'énormes débats. Il y avait des visions effrayamment opposées. L'effort initial a été mis surtout à ça. Et on a travaillé de septembre 1975 à novembre 1975 à bâtir un cours. Et là, on s'est dit, comment on va faire ça après ça? Comment on va former les gens? Et là, ça a pataugé pas mal. Et pour la petite histoire, le cours de formateur FTQ est un produit vraiment personnel. Un matin, j'avais une réunion à 10 heures. En prenant ma douche, j'ai dit, il faut que je trouve quelque chose. Et là, ça a été le concept des 3 étapes de chacune des demi-journées qui sont toujours appliquées. On fait une pratique, on l'analyse, on fait ressortir les principes pédagogiques. C'est encore les méthodes utilisées actuellement. Ce qui est la fin devient le début, et ce qui est le début devient la fin. Parce que d'habitude, la méthode traditionnelle commence par les concepts. Moi, je mets les concepts à la fin, puis je mets l'expérience au début. Puis les concepts se construisent à ce moment-là, ils sont faciles d'accès rendus là. D'être très, très clair. Ça peut être clair pour vous autres, ça a commencé par une douche. Par une douche. Ça m'a toujours fait rire, d'ailleurs. J'ai pris un bout de papier, comme ça, j'ai écrit ça tout de suite, puis j'arrive à ma réunion, j'ai dit, je pense que j'ai trouvé quelque chose. Non, j'étais tout seul en douche. Automatiquement, en faisant le choix qu'on a fait, on valorisait les formateurs. Le choix qu'on a fait aussi, et Luc l'a très bien dit tout à l'heure, puis Maud aussi, là, c'est on part de l'expérience du monde. On part de ce qu'ils connaissent. On part de ce qu'ils sentent dans leur tête. Et on essaie très, très vite de créer un climat de confiance, que les gens se fassent confiance.
ce qu'on appelle l'approche expérientielle. Donc, on est rendu avec nos invités. Si on ramène ça, tout le gros package aux gens qui n'étaient pas là, premièrement, quand tu vis pas l'affaire C'est des quoi fois de juste le C'est quoi qu'on dit en formation syndicale qu'on fait? On part pour aller où? Je suis arrivée après des années où on avait un peu laissé tomber l'éducation, puis il fallait remettre de l'ordre dans la maison. Quand le système d'éducation tel qu'on le connaît, avec ses principes, ses valeurs, a été bâti, tu étais dans une effervescence. Hein? Tous les nouveaux formateurs, ça s'entraidait, il y avait des subventions. Puis, à un moment donné, on a perdu les subventions. Puis, suite à ça, l'encadrement est tombé. Sans encadrement sur les méthodes pédagogiques, puis ça, il s'est pris des mauvais plis. Le syndicat a fait le choix de reprendre le taureau par les cornes, puis vraiment de voir c'est quoi qui allait pas. Toute l'enquête me menait vers ça, vers la nécessité d'avoir un encadreur, de remettre à jour l'encadrement, de remettre les préparations de cours avant chaque cours, d'organiser des sessions de perfectionnement pédagogique. Tout nous menait à ça parce que c'est tout le temps en train de tourner. Tout le temps, tout le temps. Quand je suis arrivée en 2001, il n'y a aucun formateur qui est encore là aujourd'hui. Ni même en 2007, 2008, il n'y avait aucun des formateurs qui était là en 2001. On passe notre temps on est en formation continue. Son rôle, il est clé. C'est ce qui permet, un coup que la personne elle a suivi sa formation de formateur, puis qu'elle s'en va donner de la formation, bien, elle a besoin d'une rétroaction pour s'assurer que les apprentissages sont appliqués correctement, pour rajouter des apprentissages, c'est un genre de formation continue, pour avoir un feedback, pour continuer de s'améliorer. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Sans l'encadrement continu, on va se retrouver exactement dans le même fossé, 89-2001, 12 ans sans encadrement, sans soutien. Et voilà, en 12 ans, 2-3 générations de formateurs, ça s'est perdu. Luc se chicanait avec moi continuellement parce qu'il n'était pas d'accord avec mes méthodes auxquelles j'essayais de l'initier. Disons qu'à l'époque, j'étais très rebelle à peu près à tout ce qu'on pouvait vouloir m'imposer. Donc, je peux vous dire que Michel a eu beaucoup de difficultés. Puis là, je n'étais pas tout seul dans ce cas-là, mais j'étais un de ceux qui... les méthodes pédagogiques, c'était très, très loin dans ma tête, tu veux dire, au niveau de formateur. Maintenant, c'est acquis. Et ça, c'est grâce à Marie-Danielle, ça. C'est que j'ai compris que si on mixait les deux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il pouvait y avoir des choses extraordinaires qui pouvaient être faites. Luc avait cet avantage de provenir des métallos, mais non seulement d'en provenir, il était très crédible, très aimé et très crédible. Et puis en plus, ça le rendait crédible, le fait qu'une génération précédente, il ne croyait pas aux méthodes pédagogiques. Et là, il avait changé d'idée. Dans le fond, ce que Luc venait exprimer, surtout pour les formateurs, c'est « Non, quand on arrive à faire les deux, là, vous allez voir, on est bien plus fort. » Fait que ça a renforcé, dans le fond, l'importance qu'on a donnée aux méthodes pédagogiques, à la préparation, à l'encadrement, puis au perfectionnement. Ça a donné une reconnaissance. Dans les perfectionnements de formateurs, en fait, bien, le nom le dit, c'est un perfectionnement. Donc, les gens ont déjà la base au niveau de la pédagogie, des techniques d'animation, des méthodes pédagogiques. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient pousser un peu plus loin la réflexion sur pourquoi qu'on utilise ces méthodes-là. C'est quoi l'objectif? À quoi ça sert? On y va de façon graduelle, OK, et en expliquant le pourquoi qu'on fait ça comme ça. Parce que quand je parle des méthodes pédagogiques, il y a des ateliers, il y a des plénières, il y a des tours de table, il y a des jeux de rôle. Puis eux expliquer
pourquoi le cours est structuré de cette façon-là aussi. Parce que c'est une colonne vertébrale. Une formation, c'est une colonne vertébrale. Donc, c'est important d'approfondir l'objectif puis la méthode pour s'assurer que quand on l'applique en formation concrète, que les gens en retirent le maximum, dans le fond. On est très chanceux au métallo. Très chanceux d'avoir un encadreur à temps plein. Une fierté aussi qu'on travaille beaucoup en co-animation. Nous autres, il n'y a jamais personne qui donne une formation tout seul. Comme troisième point, je dirais, le fait qu'on ait la possibilité d'avoir une journée de préparation avant toutes les formations pour faire en sorte que même si deux formateurs sont habitués de travailler ensemble, ça fait en sorte que on a notre journée de préparation, on parle de comment qu'on voit la préparation, comment qu'on voit la formation. Alors, pour moi, oui, c'est une grande fierté. Donc, c'est quoi ça, le service d'inspection? Bien, c'est plusieurs fonctionnaires qui ont le droit de fonctionner de la même façon. Le 29 juin, c'est... Les méthodes qu'on utilisait dans les années 80 ne pourraient plus survivre aujourd'hui à cause, justement, du fait que nos membres ont beaucoup changé. Et le milieu de travail, surtout, n'est plus le même. Moi, quand j'étais au métallo, les milieux de travail à 1000 travailleurs, il y en avait pas mal au métallo. Il y en a plus gros maintenant. Et les gens ne restent pas nécessairement à la même job toute leur vie, comme avant. Donc, le rapport au travail n'est pas le même. Les façons de travailler, la vision du syndicalisme change. Là, il y a eu un baby boom, là, on vit un retraite boom en ce moment. Il y a l'arrivée puis la dominance des milléniaux sur le marché du travail. Il y a la génération Z ou C là, qui s'en vient prochainement aussi sur le marché du travail. Donc, il faut s'adapter au type d'apprentissage des gens. Dans ma génération, moi, être militant syndical, c'était consacrer ta vie à ça. Maintenant, être un jeune engagé syndicalement, c'est équilibrer ça avec ta vie familiale. L'approche expérientielle a été développée en fonction de la réalité des années 60-70, l'éducation que les gens avaient en moyenne, avec le fait d'être C'était quoi un travailleur? T'sais? Les jeunes de 20-22 ans aujourd'hui, là, ils ont besoin de comprendre pourquoi c'est fait de telle façon. Ils ont besoin de comprendre pourquoi ils vont se battre pour telle ou telle affaire. Maintenant, il faut aller convaincre les gens. Il faut les convaincre sur leur terrain à eux. Donc, il faut être en mesure de s'adapter à ça, de s'adapter aux technologies, mais il faut que ce soit pertinent. Il y a approche expérientielle et approche expérimentale. Et, elle est très forte aussi au niveau de l'approche expérimentale, de faire des expériences. L'approche expérimentale fait appel pour moi à l'émotion. Bon. Maude, dans un premier temps, je dois dire que Maude, il y a quelques générations qui nous séparent, OK? Parce que Maude est tellement jeune, puis que moi, je commence à être pas mal vieux. L'approche expérientielle se base sur l'expérience que les gens ont déjà, tandis que l'expérimental serait de leur faire vivre quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. C'est un peu comme un choc, tu sais. Positif ou négatif, dépendamment de la formation, il peut y avoir un choc que tu vas vivre qui va venir te troubler, qui va venir te choquer, hein, qui est une émotion négative, qui va venir te frustrer. Si on parle de mondialisation, de droits de la personne, de la discrimination, on va vivre ce genre d'émotions-là. Puis c'est d'être capable de s'en servir, d'utiliser cette émotion-là de manière à favoriser un plus grand apprentissage, d'en retirer quelque chose. C'est une approche expérientielle, oui, mais tu as besoin d'expliquer avant qu'on comprenne vraiment. 6 mois, 1 an après, ils vont se souvenir comment ils se sont sentis, mais ils ne se souviendront peut-être pas de qu'est-ce qu'ils ont dit ou qu'est-ce qui a été écrit. J'apprends et j'adore apprendre. Aujourd'hui, je suis plus à l'écoute aujourd'hui que je l'étais. La formation syndicale, telle qu'on la pratique, est un outil pour vivifier le mouvement syndical. C'est la pierre angulaire. C'est une des rares occasions qu'on a
de pouvoir parler avec les membres dès qu'ils entrent dans l'activité syndicale. Quand ils viennent en formation, au début, c'est pour voir qu'est-ce que le syndicat a à leur offrir ou qu'est-ce qu'ils peuvent offrir au syndicat. Puis, c'est là que ça se passe. C'est là que tu vas devenir militant. C'est là que tu vas voir les changements que tu peux faire. Puis, moi, je pense que c'est le cœur de l'activité syndicale. Oui, je suis fière de tout. Je suis fière de tout. Je suis très fier de ce que l'on fait, ce qu'on fait tout le monde ensemble. Quand les gens me font venir comme ça pour me faire parler de ce que j'ai bâti il y a 40 ans, je ne peux pas être autrement qu'être fier. La première fierté irait peut-être à Jean-Gérald Lajoie, qui a eu cette idée géniale d'aller chercher un gars comme Michel. Je suis fière que l'encadrement soit là, soit resté. Puis j'ai très confiance dans ce qui va suivre. Excusez l'expression, là, mais on a ouvert la trail pour tout le monde. Et aujourd'hui, on continue d'ouvrir la trail dans bien des affaires. Fait que oui, la fierté peut dire que je l'ai très grande. Ma conclusion, c'est que le syndicat vous fait une immense confiance en vous demandant de bâtir l'avenir du syndicat. C'est vous autres qui bâtissez la relève qui s'en vient. J'ai toujours espéré, puis je pense que le temps m'a donné raison, que je n'envoyais pas la relève dans des cul-de-sac. J'ai souvent eu cette angoisse-là. Quand on fait des cours, quand on définit des chemins d'action, si on vise mal, on vient de faire un dégât considérable. Mais je pense que la preuve est là, on a bien visé.